Je l'assume totalement, je suis conservatrice. C'est-à-dire que je pense, je ne crois pas à l'utopie, d'un homme, qui serait, parfaitement bon et que la société rendrait mauvais. Je ne crois pas à l'utopie de la déconstruction, je ne crois pas au paradis sur terre et je pense que, la nature humaine est complexe, et qu'elle a des postulations contraires, comme disait Baudelaire. On est attiré à la fois par le mal et le bien, on a des postulations qui se débattent à l'intérieur de notre âme et je pense que au cœur C'est de vrai le pour vous, à titre personnel? Vous c'est sentez vrai aussi? pour tout être humain. Je pense qu'on est tous divisés entre, d'un côté, un instinct de liberté absolue qui nous pousse à nous dépasser sans cesse et un souci de conservation, de sécurité, de foyer. Et je pense que l'humanité est traversée par ces postulations. Mais je pense qu'on est allé trop loin dans un sens et qu'aujourd'hui, on a un désir d'aller dans l'autre sens. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Contact. Notre invitée, Eugénie Bastier, est journaliste. On peut la lire, entre autres, dans les pages du Figaro. On peut la voir assez régulièrement à CNews, l'entendre à Europe 1. Elle est essayiste. Sauver la différence des sexes, le port émissaire, terreur ou contre-révolution. Et cet automne, le dernier, la dictature des ressentis. Autant de titres qui annoncent très probablement une couleur éditoriale, sinon politique. Admirée à droite, elle est souvent conspuée à gauche. Vos plus virulents adversaires disent ou vont jusqu'à dire que vous faites du sous-Zemmour, une critique qui pourrait, ma foi, avoir l'air d'une forme de misogynie condescendante. Eugénie, bonjour. Bonjour. Eugénie Bastier, bonjour. Merci d'être là. Merci de votre invitation, je suis ravie. C'est un plaisir. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il est apparemment si difficile de se réclamer de la droite aujourd'hui? Je dirais pas que c'est difficile. Je pense que c'est moins difficile aujourd'hui que ça l'a été il y a quelques années, il y a même une dizaine d'années. Je pense que le paysage intellectuel, médiatique et culturel s'est ouvert, mais qu'il reste quand même un prestige associé à la gauche. Quand on est un intellectuel, quand on est un essayiste, quand on est un journaliste en France. Donc il y a toujours cette espèce d'avantage moral parce que la gauche s'est arrogé le champ intellectuel, le champ culturel depuis l'après-guerre et aussi parce que pendant longtemps la droite aussi a dédaigné le champ intellectuel et la pensée. J'allais vous le suggérer. Est-ce qu'ils ont abandonné le champ? Est-ce que la droite aurait abandonné le champ à cette gauche qui effectivement est très investie dans le spectacle, dans les arts, dans la presse et à l'université? Après, je pense qu'il y a eu aussi une OPA culturelle et médiatique menée par la gauche après mai 68. Une OPA, une offre publique d'achat qui aurait été faite sur toutes les bonnes tribunes. Non, mais il y a une conquête culturelle qui s'est faite après mai 68 et qui a été consolidée ensuite par l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 81. Et donc, il y a eu une hégémonie médiatique, culturelle quasiment totale de la gauche depuis les années 60 en France. Et cette hégémonie est en train d'être bousculée depuis, je dirais, une dizaine d'années. Et comme le dit notre ami Mathieu Bocoté, qui lui aussi qui vient de votre contrée, dit la gauche a tellement l'habitude de dominer et d'écraser médiatiquement que quand elle est contestée, elle prend... Elle est surprise. Elle est surprise, elle prend cette contestation pour un renversement d'hégémonie. Est-ce que ça l'a rendue complaisante intellectuellement? C'était complaisante. Ben parce que, justement, comme elle ferraille peu souvent, oui. Comme elle a peut-être dans le passé récent eu davantage d'adversaires, mais dans une perspective plus longue depuis mai 68, moins d'adversaires redoutables, parce qu'on peut les nommer, hein, c'est Raymond Aron, c'est quelques grands personnages qui incarnaient cette, est-ce que le mot est résistance, mais en tout cas cette pensée de droite. Je reviens avec ma question, est-ce qu'elle a été complaisante donc avec elle-même, cette gauche qui ne trouvait pas d'adversaire pour contrer le discours? Oui, peut-être qu'elle s'est habituée à un certain confort idéologique, ça j'en suis certaine, et à avoir des positions... un entre-soi. Allant de soi, en fait, un entre-soi médiatique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je remarque, et c'est un peu ce que je dis à l'introduction de mon livre, c'est que elle ne cherche plus à convaincre, en fait. Elle veut censurer ses adversaires parce que elle se rend bien compte que le réel ne correspond plus finalement à ses mots d'ordre, à ses injonctions, notamment sur les questions de l'immigration, les questions de l'autorité, etc. Et pour finalement, comme elle sent qu'elle est en train de perdre petit à petit
la bataille culturelle, eh bien, elle se sert de la censure pour continuer à exister parce qu'elle n'arrive pas à convaincre sur le fond. Et je trouve ça assez dommageable. Si on pourrait reprendre un parallèle avec le marché, c'est-à-dire que comme elle empêche le marché libre des idées parce qu'elle sait que ces idées à elle ne seront pas achetées. Pas assez compétitives. Elles ne sont pas assez compétitives, donc elle met des barrières à l'entrée pour se garantir son monopole. Alors, vous avez dit qu'il y avait un certain nombre d'idées sur l'immigration où on arrive à mal nommer ou on n'arrive pas à nommer le réel. Vous dites l'immigration, par exemple, l'autorité, etc. Alors, oui, qu'est-ce que c'est que l'autorité, etc.? En tout cas, je pense que il y a des grands mouvements de balancier dans l'histoire et qu'on a eu depuis mai 68 dans les démocraties occidentales et en France en particulier, parce que c'est ce que j'étudie, une espèce de, une victoire du camp du mouvement, du camp du progrès, du camp de la libération tout azimut, libération sexuelle, libération culturelle, éducative, et qu'aujourd'hui on a un mouvement de balancier inverse, c'est-à-dire qu'il y a un retour à l'idée de limite. On demande des limites à la fois dans la question des frontières, la question de l'autorité, de la différence entre les enfants et les adultes. Il y a un retour d'une demande d'autorité, de transmission, de limites. Et je pense qu'on assiste effectivement à un retour de balancier historique. Une espèce de verticalité, peut-être. Peut-être, oui, une verticalité, évidemment. Alors, il y a une image que vous avez employée dans La dictature des ressentis en présentation, je pense. Vous dites, serait-ce après le moment Icare, le retour à Ithaque? Oui. Alors là, on est évidemment dans la mythologie. Ouais. Donc, entre se frotter de trop près au soleil et cette idée qu'après avoir erré, on rentre à la maison. Oui. Et vous pensez qu'on est en train de rentrer à la maison, comme Ulysse? En fait, je l'assume totalement, je suis conservatrice. C'est-à-dire que je pense... Je ne crois pas à l'utopie d'un homme qui serait parfaitement bon et que la société rendrait mauvais. Je ne crois pas à l'utopie de la déconstruction. Je ne crois pas au paradis sur Terre. Et je pense que la nature humaine est complexe et qu'elle a des postulations contraires, comme disait Baudelaire. On est attiré à la fois par le mal et le bien. On a des postulations qui se débattent à l'intérieur de notre âme. Et je pense que au cœur de... C'est vrai pour vous, à titre personnel? Vous sentez c'est vrai aussi... pour tout être humain. Je pense qu'on est tous divisés entre, d'un côté, un instinct de liberté absolue qui nous pousse à nous dépasser sans cesse et un souci de conservation, de sécurité, de foyer. Et je pense que l'humanité est traversée par ces postulations. Mais je pense qu'on est allé trop loin dans un sens et qu'aujourd'hui, on a un désir d'aller dans l'autre sens. Et c'est ce que j'appelle le moment Icare et le moment Ulysse. Le moment Icare, c'est le moment, effectivement, où on veut briser toutes les limites, on veut envoyer en l'air tout ce qui constituait finalement les limites universelles de la condition humaine. Et on pense qu'on peut tout faire, qu'on est une page blanche qui peut s'écrire. Et c'est-à-dire, ça correspond d'ailleurs à ce grand moment de la mondialisation économique. C'est-à-dire, tout est possible, illimitation à la fois de la consommation, mais aussi de la définition même de l'homme. Et aujourd'hui, on est dans un moment Ulysse. Ulysse, c'est quoi? C'est le retour au foyer, puisque Ulysse cherche pendant des années à retrouver Ithaque. Et c'est pour moi la définition d'une forme de conservatisme. C'est retrouver son foyer, retrouver la limite. Et j'aime bien d'ailleurs ce que disait Roger Scruton, conservateur britannique qui est décédé malheureusement il y a 3 ans. Il disait le problème des Occidentaux, c'est qu'ils sont animés par l'oikophobie, c'est-à-dire la haine du foyer. L'oikos, le foyer, qui a donné d'ailleurs le mot écologie. Et je crois qu'il faut en finir avec cette oikophobie. Il faut nous retrouver nous-mêmes. Et c'est en ce sens-là que je suis conservatrice. On vient au monde conservateur ou conservatrice. Vous saviez ça très tôt? Ou c'est en contemplant le monde? Parce que généralement, c'est le chemin contraire qu'on fait. Jeune, on est plutôt progressiste, dirons-nous à gauche, et en vieillissant peut-être, on se met à s'intéresser justement à ces valeurs plus anciennes et à cette idée du conservatisme. Alors, si ce n'est pas les idées, c'est sa pratique qui devient plus conservatrice. Comment expliquez-vous que, très jeune, c'était clair pour vous qu'il fallait inverser les proportions? J'aime bien inverser les proportions. Je ne sais pas si vous terminerez vos jours progressistes. J'aime bien cette phrase d'Antoine Blondin. Je n'ai jamais voulu être de gauche en étant jeune, de peur de devenir de droite en vieillissant. Et c'est vrai que j'ai jamais été de gauche. Alors après, est-ce que c'est une question de tempérament? Il y a des gens qui sont qui ont davantage de réalisme ou de pessimisme anthropologique et d'autres qui sont plus traversés par le rêve, par l'utopie. Ils veulent renverser la table. Je sais pas. Vous avez jamais eu ça en vous, renverser la table?
j'ai été ardente comme tout, comme tout jeune, je pense. J'ai un désir d'absolu, mais cet absolu n'est jamais passé par la Révolution. Je me suis jamais dit il faut changer, de fond en comble la société. Pour moi, le désir d'absolu était avant tout une quête de salut individuel ou de transcendance. Mais évidemment, j'ai eu des idées radicales et absolues quand j'étais jeune, mais jamais cette idée de révolution, parce que j'ai été convaincue très tôt que comment dire, alors est-ce que c'est mon éducation catholique, est-ce que c'est les lectures que j'ai eues, Dostoïevski, Bernanos, mais c'est convaincu que, comment dire, il y a une nature humaine complexe, et que, comme le dit d'ailleurs très bien Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag, la frontière du bien et du mal, elle ne traverse pas les classes sociales, elle ne traverse pas les sociétés, elle ne traverse pas les nations, elle traverse chaque individu à l'intérieur de lui-même. Et qu'on est tous partagés entre ce bien et ce mal. Et je ne crois pas à une grande théorie qui expliquerait tout, et à une grande révolution qui résoudrait tous les problèmes d'un coup. Vous parliez du marché conquérant, qui a bousculé beaucoup de choses depuis 40 ans et qui, par moments, me donne l'impression d'être complice de ce qui, à vos yeux, sont probablement des dérives. Oui. Or, votre avènement sur la place publique est consécutif à une passe d'armes entre vous et Jacques Attali, qui a été un des grands prêtres de cette mondialisation heureuse. Oui. Vous saviez que ça aurait un effet? Quand j'ai rencontré Jacques Attali? Vous ne l'avez pas rencontré, vous vous êtes escrimé avec lui. Écoutez, non, c'était la première fois que j'allais à la télévision, et c'est vrai que je n'avais pas forcément... je m'attendais pas du tout à ce que ça ait un tel impact. Je pense que lui non plus ne s'attendait pas à être... avoir de la résistance. Avoir de la résistance et être contesté. C'était il y a déjà 10 ans, donc j'étais très jeune, j'avais 22 ou 23 ans. Et je pense qu'il y avait un contraste. En fait, je pense que ça a correspondu à un début où on ne s'attendait pas médiatiquement à ce que des jeunes apparaissent dans les médias en ayant des idées de droite ou conservatrices, ou en tout cas qui n'allaient pas dans le sens du progressisme tel qu'on l'entend. Et ça a surpris beaucoup de gens, en fait, qu'une génération comme ça puisse penser autre chose que de la même manière que la gauche pensait avoir le monopole des idées, elle pensait avoir le monopole de la jeunesse. Et c'est vrai que ça ne s'est plus vérifié, et qu'il y a toute une jeunesse conservatrice, une jeunesse de droite qui s'est levée et qui a investi le champ des idées, le champ de la bataille culturelle, et ça a un peu rééquilibré les forces en présence. Alors, vous dites sans complexe aucun jeunesse de droite. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a suffisamment conditionné les esprits pour que de le dire comme ça glace le sang. Comme s'il y avait quelque chose, et ce n'est pas un reproche que je vous fais, comprenez-moi bien, mais comme si on avait été dressé à penser que de se dire de droite était honteux peut-être, sinon dangereux. Oui, c'est vrai. Il y a un complexe à être de droite. Il faut... on a une espèce on tolère que les gens âgés soient de droite parce qu'ils payent des impôts et qu'ils ont, comme on dit, le portefeuille, le cœur à gauche, mais le portefeuille à droite. Je me souviens d'ailleurs, quand j'étais jeune, une personne de ma famille m'avait dit moi, j'ai le cœur à gauche, j'ai le cœur à gauche et le portefeuille à droite. C'est une expression qu'on entend. Je vote à droite parce que je paye des impôts et que par libéralisme. Et moi, je lui avais répondu, moi, j'ai le cœur à droite et le portefeuille à gauche. Parce que c'est vrai que pour moi, c'était pas une question d'argent d'être de droite, c'est une question de valeur, même anthropologique. Et je n'ai aucun complexe et aucune honte à l'être. Et je crois que ce complexe est en train de disparaître, parce que je rencontre de plus en plus de jeunes qui assument complètement. D'ailleurs, ça se voit dans les sondages. Effectivement, il y a toute une partie de la jeunesse qui est très à gauche, mais il y a aussi une partie de la jeunesse qui est à droite et qui l'assume. Alors, si je vous parlais de l'incident il y a 10 ans avec Jacques Attali, incident n'est peut-être d'ailleurs pas le bon mot, mais cette sympathique passe d'armes avec lui, c'est que justement, comme vous venez de le dire, on peut avoir le cœur à droite, le portefeuille à gauche, parce qu'on associe, je pense, de façon incorrecte, conservatisme et libéralisme. Oui. Et on a confondu les deux. Oui, bien sûr. Or, le libéralisme, par définition, n'est pas tellement conservateur. Tout à fait. Moi, on a marchandisé tout, et aujourd'hui, même le corps. Bien sûr. Et moi,
Moi, je souscris totalement aux analyses de Jean-Claude Michéa, Que vous citez souvent. que je cite souvent et qui m'a beaucoup marqué, qui prend cette image du ruban de Mobius. C'est un ruban qui se rejoint qui se rejoint, qui ne fait qu'un. Et il dit le ruban de Mobius du libéralisme culturel et du libéralisme économique, qui en fait sont deux faces d'un même système. Et il dit on peut pas être libéral économiquement et ne pas l'être culturellement, et vice versa. Et je crois que c'est assez juste parce qu'effectivement, l'extension du domaine du marché s'accompagne d'une extension du domaine du désir, et donc d'abattre progressivement toutes les limites, qui étaient constitutives d'une forme de conservatisme culturel. Et la déconstruction de la famille, la déconstruction de l'autorité, construire un peuple adolescent, l'expression est de Jean-Pierre Le Goff, c'est-à-dire un peuple qui est dans la consommation, dans la jouissance permanente. C'est ce que nous sommes collectivement, un peuple adolescent aujourd'hui? On l'a été, en tout cas. Je vous renvoie aux analyses de Jean-Pierre Le Goff sur cette question. Il parle, lui, de peuple adolescent. C'est le peuple créé par la Révolution de mai 68, c'est-à-dire un peuple qui refuse toute autorité collective et qui vit dans le souci d'une jouissance absolue et permanente. Et je crois que... Sans contrainte. Sans contrainte, exactement. Jouer sans entrave. Et je crois qu'effectivement, on l'a été collectivement, mais aujourd'hui, le réel nous rattrape. C'est-à-dire, on voit bien qu'on est dans une période de pénurie, qu'on est une période de crise, où le tragique du réel vient se confronter à ce peuple adolescent. Et je crois qu'on va devoir réapprendre collectivement à devenir des adultes, parce que le réel est là, et les limites nous frappent, les limites à la fois planétaires, pour la question de la crise écologique, les limites que sont les frontières que nous rencontrons face à la crise migratoire, les limites constitutives de la condition humaine à travers la différence des sexes, qui est une limite fondamentale de la condition humaine qui est aujourd'hui au cœur de ce qu'on pensait être la biologie. Voilà. Et toutes ces limites viennent nous rattraper, et je pense que le désir d'illimitation va devoir s'éteindre, parce que face au réel. Je veux revenir au titre « La dictature des ressentis », parce que les ressentis aujourd'hui pèsent lourd dans la balance. Or, il y a des problèmes gravissimes qui dépassent ce qui pourrait froisser notre ressenti, qui, des fois, semblent moins importants. Petite parenthèse que je veux ouvrir, qu'est-ce qui fait que vos parents, à vous, n'ont pas été dans ce moule de mai 68 et de ce que vous définissiez comme peut-être l'étard de l'époque? Après, il y avait aussi une jeunesse de droite à l'époque de mai 68. Il y avait quelques jeunes. La preuve, il y a eu des contre-manifestations. Il y a eu énormément de gens dans la rue. Je pense que c'était comme toujours, l'histoire est faite par des minorités, mais c'était aussi... il existait évidemment une jeunesse de droite. Moi, mes parents, effectivement, appartenaient à des milieux plutôt de la petite bourgeoisie de province de droite. Et c'est vrai qu'ils ont sans doute échappé à ce mouvement 68 art, et ils ont réussi à me transmettre aussi un héritage. Et ce que je reproche beaucoup à la génération 68, et je ne veux pas d'ailleurs faire d'amalgame, parce qu'il y a aussi des gens très très bien dans cette génération, évidemment, mais c'est de n'avoir pas transmis. Ils ont tout reçu, c'était des héritiers. Ils ont reçu notamment une éducation très humaniste. Ils ont pu avoir accès à un savoir. Ils ont derrière eux de retirer l'échelle quelque part. Ils ont déconstruit l'école. Ils ont envoyé valser toute forme d'autorité, et ils n'ont pas transmis le monde dont ils ont été bénéficiaires. Et je trouve que c'est une faute générationnelle qui aujourd'hui nous payons tous collectivement. Alors, la dictature des ressentis, qu'est-ce que c'est? La dictature des ressentis, c'est l'idée que finalement, je trouve que ce qui caractérise le débat public aujourd'hui, c'est que chacun se sent offensé par les opinions des autres. Et c'est l'idée que je ne veux pas que tu exprimes cette opinion dans l'espace public parce qu'elle me blesse. Et ça, je crois que c'est assez nouveau. Parce qu'effectivement, il a toujours existé un sectarisme, notamment à gauche. Justement, je lisais des témoignages sur l'université dans les années 60, après mai 68. On faisait taire les professeurs, il y avait des interruptions, il y avait une extrême violence politique, mais on ne disait pas... Oui, la culture de l'annulation n'est pas contemporaine. On disait pas au professeur, on disait au professeur, tais-toi parce que ce que tu dis est un propos bourgeois, que la lutte des classes doit vaincre et que la révolution passera par la violence. On disait ça.
On disait, quand Sartre dit tout anticommuniste est un chien, il ne dit pas tout anticommuniste me blesse dans ma nature profonde et me fait du mal. Et je crois que c'est ça qui est différent aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'idée que... Vous préfériez quand Sartre disait... Je ne sais pas s'il faut le préférer, mais en tout cas, j'essaie d'identifier ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. C'est l'idée que les opinions, la parole blesse, la parole tue, la parole fait du mal. Et je crois que ça rend impossible tout débat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit ce que tu dis me blesse, on n'a plus... c'est le silence où on l'entre-soi. Exactement. Et donc, on reste chacun. Je crois que ce qui caractérise notre débat public, c'est pas le manque de pluralisme, parce qu'il y a des gens qui s'expriment de tous bords, j'en suis la preuve. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens d'extrême gauche qui s'expriment dans le débat public. Je crois que ce qui caractérise notre débat public, c'est la fracturation, la fragmentation des débats. C'est-à-dire que chacun, l'archipélisation, pour reprendre le terme de Jérôme Fourquet, c'est-à-dire que chacun s'exprime en s'adressant à son public et il n'y a plus d'espace de débat commun. Donc plus d'espace citoyen non plus. Plus d'espace citoyen. Et c'est ça qui est très dangereux, je trouve, c'est que chacun se replie dans son ressenti qui devient à force du ressentiment. Je revendique pour ma part, je vous cite, le droit d'entendre une parole qui dérange, de porter le cautère dans l'entraille, d'encaisser et de rendre les coups, de parler franchement, vivement de tous les sujets. Et vous ajoutez tout juste derrière, citant Montaigne, c'est en frottant et en limant notre cervelle contre celle d'autrui qu'on parvient à tâtons à la vérité. Oui, je crois que c'est très important. Je crois que discuter, avoir une conversation, débattre, c'est accepter l'idée de pouvoir être dérangé dans ses convictions et de pouvoir... D'altérité. Parfois être choqué, être blessé. Moi, il y a des choses que j'entends tous les jours à la radio, à la télé, qui m'agacent, qui m'ulcèrent parfois, mais je ne demande pas pour autant qu'elles soient chassées du débat public. Je pense que c'est ça, être un adulte en démocratie, c'est de pouvoir entendre des opinions qui nous dérangent. Et c'est d'ailleurs tout l'effort qu'on a fait. Ça nous a pris des siècles et des siècles de sédimentation historique pour surmonter, pour construire cet espace de débat qui est celui de la démocratie libérale, qui est de pouvoir voir coexister dans les débats publics des opinions différentes. Et je pense que c'est important parce que c'est pas juste pour le plaisir d'avoir des opinions divergentes et le plaisir du débat, c'est que c'est en se confrontant qu'on atteint la vérité, qu'on tâtonne, à tâtons, on va arriver à discerner et à trouver la vérité. Je ne suis pas relativiste, je ne pense pas que toutes les opinions se valent. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'excision est une opinion qui vaut celui de la liberté des femmes. Bien sûr que non, mais je pense que la condition pour atteindre cette vérité qui existe et qui est c'est de pouvoir exposer ces arguments et de pouvoir les déconstruire dans l'espace public. Y compris de s'exposer à des choses qui sont apparemment très fâcheuses à nos oreilles. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne meurt pas par la parole de l'autre. Par exemple, je pense que, je prends un exemple récent qui a fait l'actualité, je pense qu'Éric Zemmour a tort de dire que Pétain a sauvé des Juifs. Je pense que c'est faux historiquement et je pense qu'il a une interprétation fallacieuse de ce qu'il... On ne peut pas dire qu'il a sauvé. C'est pas parce que 3/4 des Juifs français ont survécu qu'on peut dire qu'il les a sauvés, puisque ne pas être efficace dans la commande qui était passée, c'était pas sauver. C'est quand même différent. Mais je pense qu'il a tout à fait le droit de le dire et de l'exprimer dans l'espace public. Et je pense que la meilleure réponse qu'on peut lui faire, c'est justement de le contrer avec des faits. Il y a eu des livres d'historiens qui lui ont répondu, et ça devrait rester dans le domaine du débat public, et ça ne devrait pas être dans le domaine judiciaire. Et je trouve ça dommageable qu'on judiciarise le débat public et qu'il se retrouve devant les tribunaux pour avoir dit ça. Mais c'est la tentation aujourd'hui. C'est la tentation de plus en plus, et je comprends très très bien. Applicable d'ailleurs à plein d'autres individus. Oui, mais je comprends très très bien qu'on ait fait la loi Guesso. Enfin, je comprends qu'on ait eu le désir de faire la loi Guesso pour répondre au négationnisme, qui est une horreur absolue dans le champ de la pensée, mais je pense que c'est une réponse qui a eu des effets dommageables pour la liberté d'expression et qui parfois d'ailleurs a alimenté parce qu'on criminalise cette parole ici en France. Et ensuite, une fois que vous avez fait une loi sur un fait historique, pourquoi vous n'en faites pas pour un autre, etc. Et on arrive à une judiciarisation de l'histoire. La loi Guesso s'est étendue depuis son application première. Après, il y a la loi Plévin sur effectivement les propos antiracistes qui permet à des associations de porter plainte et non plus à des individus au nom d'un groupe. Donc on a une police de l'expression qui, à mon avis, est dommageable pour la liberté d'expression. Et pourquoi moi je défends la liberté d'expression? Parce que je défends la liberté de penser.
Et je pense qu'il n'y a pas de liberté de pensée sans liberté d'expression. Et c'est pas le plaisir de débattre pour débattre, c'est parce que le débat permet la liberté de penser et permet d'accéder à la vérité. Donc, pour bien penser, encore faut-il être capable de s'exposer à des discours qui ne sont pas les nôtres. Oui. Êtes-vous plutôt du côté des Américains avec leur premier amendement qui, franchement, ouvre la porte à peu près tous les débats? Oui. Je pense que c'est pas bête, sauf évidemment l'incitation à la haine. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une vision saine des choses où il faut quand même gainer cette liberté d'expression? C'est intéressant parce que effectivement, les Américains ont une liberté d'expression totale et en même temps, ce sont eux qui ont inventé le wokisme, qui me semble être un peu une réaction à ça. C'est-à-dire que comme la liberté d'expression n'est pas jugulée par le haut, par les institutions, eh bien, il y a une espèce de censure qui vient du bas, des étudiants dans les campus. Et des institutions maintenant, puisque les universités souvent appliquent des codes. Donc, en fait, en réalité, ce premier amendement aux États-Unis n'est pas respecté, notamment sur les campus où, effectivement, on bannit certains professeurs pour des propos, où on interrompt des conférences. Donc, c'est pas qu'aux États-Unis, je vous dirais que oui, mais c'est né là-bas, quand même, cette espèce de désir de censure très, très fort. Mais c'est une pulsion qui gagne la France aussi. Oui. Et nous, je dirais qu'on a les deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois une réglementation juridique, parce qu'on est un peuple de loi qui aime bien graver dans la loi à peu près tout et n'importe quoi. Donc on a à la fois une judiciarisation de la liberté d'expression et en même temps cette censure qui vient du bas des étudiants avec effectivement la culture de l'annulation qui se met en œuvre. Donc en France, on cumule les deux défauts, à la fois la judiciarisation du débat et la cancel culture, enfin la culture de l'annulation et la censure émotive dans les campus et sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà souffert d'être annulé ou qu'il y aurait eu une tentation à le faire? Oui, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à m'exprimer sur le féminisme, et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait m'intéresser à ce sujet, je crois que c'était l'une de mes premières apparitions publiques à la télévision. Faisais un débat à Paris 8, qui est une fac extrêmement à gauche, pour ne pas dire gauchiste, et je débattais avec deux personnes de bord opposé sur la question du féminisme. Et là, il y a des étudiantes féministes qui sont arrivées et qui m'ont entartée. Avec de la chantilly qui m'en ont mis sur la figure, alors même que je m'exprimais, où je défendais mon point de vue. Et je dois dire que c'était une expérience assez douloureuse. Traumatisante? Je n'irai pas jusque-là, mais je trouve quand même... Dans votre ressenti? Je n'irai pas jusque-là parce qu'il y a des choses bien plus graves, évidemment. Mais disons que je trouve que l'entartage, on peut trouver ça rigolo. On peut dire ça fait rien, c'est juste de la crème, etc. Je pense que c'est un peu violent. Mais c'est très violent en réalité, c'est très humiliant. Et pendant des années, après, maintenant ça va mieux, mais dès que j'allais dans un endroit, une université, etc., j'étais apeurée. J'avais peur, effectivement, que des étudiants me sautent dessus, qui m'invectivent. Et pendant des années, là, je commence aujourd'hui à être suffisamment sûre de moi pour maintenant aller n'importe où dans l'espace public sans problème. Mais pendant longtemps, en tant qu'essayiste, conservatrice de droite, j'avais peur de me rendre dans des universités, j'avais peur de me rendre devant un public qui m'était hostile, parce que je savais qu'il pouvait y avoir des réactions parfois violentes ou d'invectives ou d'attaques, etc. Et je trouve que c'est pas normal. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs... amené à essayer de réfléchir sur les conditions d'expression de la liberté d'expression. Et ça va peut-être d'ailleurs radicaliser dans mon rejet de cette espèce de sectarisme gauchiste que je trouve insupportable. Si vous aviez à définir le conservatisme, pour vous peut-être, sinon si vous aviez à offrir une définition. C'est une vraie question. Je pense que le conservatisme, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est une vision anthropologique de l'homme qui consiste à considérer que l'homme n'est pas naturellement bon,
et que c'est l'inverse de la position rousseauiste, où Rousseau dit l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le Qui corrompt. corrompt. Je pense que c'est l'inverse. Le conservateur, lui, pense que l'homme est naturellement mauvais, en tout cas qu'il a des instincts et des pulsions qui le poussent vers le mal. C'est peut-être la notion catholique de péché originel, et que c'est la société, au contraire, c'est les institutions qui vont l'aider à être meilleur. Et donc, on aborde... Le Léviathan qui vient nous discipliner tous. Sans doute. Et surtout, l'idée que les institutions dont nous sommes légataires ne sont pas forcément des ringardises à déconstruire, mais aussi des solutions trouvées par nos ancêtres qui ont su faire leurs preuves et traverser le temps. Et si une institution est arrivée jusqu'à nous, c'est qu'à un moment, elle a été une solution trouvée pour pallier un problème humain et qu'elle n'est pas forcément une absurdité à renverser. Je prends par exemple la question du mariage. Pendant longtemps, justement, la génération 68 a dit que le mariage est une absurdité, une aberration créée par l'Église catholique pour asservir les femmes et il faut s'en libérer pour être tout à fait libre, émancipé et heureux. On s'est rendu compte que le mariage était aussi une solution inventée à un moment pour construire tout simplement un couple qui puisse s'occuper des enfants, pour protéger les femmes aussi, pour créer la filiation, parce que la filiation n'existe pas dans la nature, que les hommes ne sont pas des... Il n'y a pas de père dans la nature. Mater certa est, la mère est sûre parce que l'enfant sort d'elle, mais le père n'existe pas. Donc le mariage crée des pères, crée des cellules familiales dans lesquelles la transmission peut être possible. Donc c'est pas juste une invention patriarcale inventée pour dominer, c'est aussi une solution trouvée à un moment dans l'histoire pour répondre à un problème humain concret. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y a des tas d'institutions. Et je trouve que voilà, c'est aussi regarder le passé avec bienveillance. C'est ça, être conservateur, et non pas avec mépris, en se disant que nous sommes forcément plus intelligents aujourd'hui que nous l'ont été nos pères et nos grands-pères. Regarder le passé en le redoutant parce qu'il pourrait avoir quelque chose de dangereux. Voilà. Je crois que on a trop appris à regarder le passé avec mépris, avec dédain, comme si nous étions la pointe avancée du progrès de la civilisation. Je crois qu'aussi être conservateur, c'est ne pas croire au progrès linéaire, c'est-à-dire que l'idée qu'il y aurait un sens de l'histoire qui irait forcément vers un progrès illimité. Je pense que... L'histoire zigzag. L'histoire est zigzag, il y a des allers-retours, il y a des décadences suivies de renaissances. Il y a, je prends un autre exemple concret, par exemple la condition des femmes. Je pense que la condition des femmes n'est pas une linéarité qui irait du Moyen-Âge où les femmes auraient été esclaves jusqu'aux années 60 où, grâce à la pilule et à l'avortement, elles seraient devenues émancipées. Je pense que c'est beaucoup plus complexe qu'il y a. Mais c'est un gain pour vous que d'avoir un contrôle sur la procréation? Je pense que... Est-ce que c'est un gain ? En tout cas, je pense qu'effectivement, la révolution sexuelle des années 60 a été un point de bascule, effectivement, qui a renversé ce qu'on a pu appeler la domination masculine ou le patriarcat, qui était l'idée que, effectivement, les femmes n'avaient pas la maîtrise de leur procréation et qu'en ayant cette maîtrise de la procréation, on a détruit le fondement même du patriarcat, qui aujourd'hui n'existe pas plus en Occident. Et ça, je crois que c'est un point très important parce que ce que je reproche à une partie des progressistes qu'on pourrait appeler woke aujourd'hui, c'est de faire comme si rien ne s'était passé en 50 ans. C'est-à-dire comme si la révolution n'avait pas eu lieu. Dire qu'aujourd'hui le patriarcat existe encore en France, ce serait comme dire que le roi était toujours sur le trône en 1850 en France et que la Révolution française n'avait pas eu lieu. La Révolution a eu lieu. Et je crois qu'il ne faut pas faire comme si elle n'avait pas eu lieu. Aujourd'hui, maintenant, il faut, une fois que la Révolution a eu lieu, il faut... on a droit aussi de faire un droit d'inventaire, on a droit aussi de penser qu'elle est allée trop loin, parce que toute révolution a la tentation idéologique de basculer en terreur. Ben, la révolution tue ses enfants très fréquemment. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu certainement certains aspects positifs de la révolution sexuelle, mais il y a eu aussi des excès, qui d'ailleurs le mouvement MeToo, à mon avis, est un symptôme des excès de la révolution sexuelle qui paradoxalement ont abouti à une demande de limite, une demande de retrouver des nouveaux codes, des nouvelles manières d'être ensemble, hommes et femmes, qui ne soient pas seulement la liberté absolue du marché sexuel. Je pense qu'on peut lire aussi le mouvement MeToo comme un mouvement conservateur, aussi paradoxal que ça puisse... Conservateur ou puritain ? Avec une tentation puritaine. Mais je pense que le mouvement MeToo souvent s'exprime d'ailleurs avec le langage progressiste, puisque c'est... souvent un langage très féministe, moi je veux prendre le contrôle de l'émancipation, etc. Mais derrière, il y a une demande de limite. Il y a une demande, l'espèce de grande utopie sexuelle des années 60-70, où finalement
c'était le grand marché amoureux, chacun allait pouvoir choisir sa sexualité. La sexualité, c'était simplement il n'y avait rien de, comment dire, une transaction. Une évacuation totale du tragique de la sexualité, une simple transaction sans conséquences, sans lendemain, sans attache. Je pense que c'était un grand mensonge collectif et on se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, il y a du pouvoir dans la sexualité, il y a potentiellement effectivement de la domination, potentiellement des abus sur les plus faibles et que le mouvement MeToo est une demande aussi de codes, de nouveaux codes, comment dire, culturels qui habilleraient cette sexualité qui ne peut pas être un simple déploiement d'instinct. Ça prenait de l'audace pour écrire Le port émissaire, qui recadrait très sérieusement le mouvement MeToo et ce qui, à vos yeux, vraisemblablement, était excessif. Oui, alors j'ai voulu analyser ce mouvement MeToo et donc le sous-titre de mon livre, Le port émissaire, c'est Terreur ou contre-révolution. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait une dimension révolutionnaire, une espèce de... Est-ce qu'il fallait lire le mouvement MeToo comme une radicalisation de la révolution féministe en une forme de terreur, c'est-à-dire que après... Mais vous l'avez senti comme ça, c'est-à-dire que le 1793 de la révolution féministe, c'est-à-dire après avoir... On guillotine. Voilà, après avoir obtenu l'égalité de droit, eh bien on guillotine, on va traquer dans les consciences, dans les mentalités, on va aller encore plus loin, on va finir avec la présomption d'innocence, on va finir avec tout ce qui fondait finalement notre civilisation du droit. Donc ça, c'est une lecture de MeToo. Et la deuxième, c'est celle que je viens de vous exposer, c'est la question de la contre-révolution, qui est une espèce de retour de bâton de la révolution sexuelle, 50 ans après. C'est-à-dire on a une explosion de la liberté sexuelle, avec tout est permis, et tout est possible, il est interdit d'interdire. Et aujourd'hui, un retour d'une pulsion d'interdit, de volonté de polisser les rapports amoureux, qui s'exprime dans le langage du progressisme, alors que c'est une demande conservatrice. C'est d'ailleurs dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les civilisations, il y a des codes, des limites. Mais c'est pas que polisser les seuls rapports amoureux, c'est aussi les relations et les rapports entre hommes et femmes. Oui, mais justement... Avant même des rapports amoureux. Je pense d'ailleurs que ça s'exprime maladroitement et souvent de façon caricaturale, mais je pense que derrière l'intuition, c'est un besoin de limite face à une sorte de jungle, de jungle sexuelle où tout est permis et finalement où beaucoup de femmes d'ailleurs se sont senties écrasées. Mais après effectivement ça s'exprime pour moi d'une mauvaise manière, puisque c'est la judiciarisation du rapport amoureux, c'est des excès, c'est la dénonciation, c'est effectivement tous ces excès sur lesquels je m'oppose. Je pense qu'il faut une véritable éducation à la sexualité, une éducation, à tout simplement bien se comporter quand on est un homme envers une femme. Je pense qu'il y a tout un travail de politesse, d'éducation. Et bien souvent, justement, c'est ce qui me gêne chez les féministes. Et par exemple, elles considèrent que la galanterie est une offense faite aux femmes parce qu'elle perpétuerait le patriarcat. Mais au contraire, la galanterie, c'est un raffinement civilisationnel qui vient réprimer les instincts de l'homme. C'est l'homme qui s'abaisse devant la femme et qui met un voile sur son propre désir plutôt que de voiler les femmes, justement. Donc pour moi, c'est un surcroît de civilisation. C'est pas du tout une construction de la domination. Mais pour tout ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous vous définissez autrement que comme féministe? Ou est-il possible d'être féministe sans être cette féministe-là? Alors, je n'aime pas beaucoup le mot féminisme parce qu'il me semble connoté et chargé idéologiquement comme le mot communisme a pu l'être à une certaine époque, qu'il est toujours d'ailleurs, parce que derrière, il y a une lecture de l'histoire, c'est-à-dire l'idée que de toute humanité, depuis le début de l'humanité, depuis l'aube de l'humanité, il y aurait un grand complot des hommes contre les femmes qui serait le moteur de l'histoire, comme la lutte des classes l'est dans le communisme. Donc je n'aime pas trop ce mot. Après, s'il s'agit de défendre les femmes concrètement, dans leurs problèmes concrets, parce qu'il y a des gains objectifs qui sont faits à partir des années 60 et même avant, à partir du moment où les femmes obtiennent le droit de vote, par exemple, ce qui est quand même pas bête. Oui, bien sûr, mais le droit de vote est un phénomène de rattrapage par rapport au droit de vote qui a été octroyé tardivement aussi aux hommes, enfin à tous les hommes. Le suffrage universel est une invention assez tardive et les femmes elles ont effectivement eu un siècle de décalage, un peu plus. Et souvent d'ailleurs parce que par exemple en France, la République ne voulait pas octroyer le droit de vote aux femmes parce qu'elles étaient conservatrices et qu'elles votaient pour la droite et pour les curés. Elles étaient du parti de l'ordre. Donc on se méfiait d'elles. Voilà, on se méfiait énormément d'elles.
De même que la Révolution française était une révolution très virile qui s'est beaucoup attaquée aux figures féminines, puisque l'aristocratie, on reprochait justement à l'aristocratie de s'être efféminée, d'être dans les salons, et donc c'était quelque part une révolution antiféministe. D'ailleurs, la décapitation de Marie-Antoinette en a été le symbole éminent. Révolution machiste. Mais quelque part, oui. Et le sort des femmes a été bien plus... C'est un anachronisme terrible qu'on fait. Le sort des femmes a été bien plus mauvais après la Révolution française qu'avant, en tout cas. Parce que, en tout cas, dans l'élite. Je sais plus, j'ai perdu le fil de... Mais on parlait de ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui, se disant peut-être pas féministe. Mais d'ailleurs, oui, je pense qu'il y a eu énormément de progrès qui ont été apportés aux femmes, mais est-ce que ces progrès sont dus aux luttes féministes ou est-ce qu'ils sont dus à la modernité technologique et matérielle, ça reste à débattre. Les féministes ont l'impression que c'est elles qui ont changé l'histoire. Je ne suis pas certaine. Je pense que le fait, par exemple, que le vaccin, les antibiotiques ont beaucoup plus fait pour l'histoire des femmes que ne le feront jamais que Rokhaya Diallo et Caroline de Haas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes plus obligé de faire 8 ou 10 enfants pour en avoir un viable, eh bien, effectivement, vous libérez du temps pour faire autre chose et l'émancipation féminine peut se poser. Mais à partir du moment où la femme est vouée par la condition matérielle de son existence à faire des enfants parce que effectivement il y a une surmortalité infantile, parce qu'elle meurt en couche, etc., elles ne peuvent pas s'émanciper. Donc je pense que la révolution féministe, c'est d'abord une révolution technologique, matérielle, qui permet aux femmes de sortir de l'asservissement qu'elles ont à leur propre corps. Et contrôler la procréation, bien entendu. Mais ça arrive presque en couronnement. C'est-à-dire que, comme l'explique très bien d'ailleurs Vera Nikolsky dans son livre Féminicène, la question de la pilule, elle se pose à partir du moment où vous avez... où la survie infantile est possible, et vous ne mourrez pas en couche. C'est là où vous pouvez vous poser la question de contrôler les naissances. Mais quand vous avez un enfant sur 2 qui meurt avant, dans son enfance jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est quand même, vous ne pouvez plus, vous ne posez pas la question du contrôle des naissances. Donc il faut d'abord qu'il y ait eu un progrès technique pour qu'ensuite les mentalités puissent évoluer. Et c'est la même chose sur la question du travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement on a besoin des femmes pour travailler, elles prennent leur émancipation, etc. Mais parce qu'on a besoin d'elles. Eugénie Bastier, pour faire simple, pardonnez ici ma volonté de réduire les choses à une équation courte, mais peut-on être une femme moderne et ne pas être féministe? Est-ce que la question est fâcheuse d'ailleurs? Moi, je pense qu'on peut être féministe, mais ça tout dépend de la définition qu'on donne au mot. Si féministe, c'est défendre les droits concrets des femmes, je suis féministe. Si c'est défendre l'écriture inclusive et le droit des hommes trans à participer aux compétitions réservées aux femmes, je ne suis pas féministe. Et je pense que le problème et vous n'êtes pas la seule non plus. Voilà. Le problème des féministes aujourd'hui, de bien des féministes, c'est qu'elles défendent un sujet. Elles se font les syndicalistes d'un sujet qu'elles vident de leur substance. C'est-à-dire qu'elles disent il faut défendre les femmes, mais la femme, on ne sait pas ce que c'est. Ça n'existe pas. Puisque la femme, ce n'est pas être mère, ce n'est pas avoir un utérus, ce n'est pas être sexuée. On pourrait dire ce n'est pas nécessairement être mère ou avoir un utérus. Parce que ça n'exclut pas les femmes qui sont mères ou qui ont un utérus. Oui, non, mais en tout cas, je pense que la possibilité d'être mère définit la condition féminine, oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut être mère pour être une femme, évidemment. Mais la possibilité d'être mère, c'est-à-dire cette idée que la femme peut engendrer et engendre dans son propre corps, alors que l'homme engendre dans le corps d'autrui, cette différence vertigineuse est l'essence même de la condition féminine, oui. Absolument. Alors, je fais la liste de ce qui peut-être est perçu comme fâcheux quand on pense à vous. Femme qui n'êtes pas féministe aux yeux de certaines qui incarnent ça autrement. Sur la question de l'avortement, vous avez de très sérieuses réserves. De la grossesse pour autrui. Et vous préférez d'ailleurs, je pense, comme expression, la maternité de substitution. L'expression n'est pas de vous. Sur MeToo, on vous a entendu. Sur la question du néo-féminisme aussi, vous avez de sérieux doutes, mais c'est adjacent à tout ce qu'on dit. Et évidemment, la question de la déconstruction de ce que la biologie est surmontable. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire les choses, mais ou démontable. Oui, alors je pense que tout ça fait partie d'un tout concret. Je pense que
Effectivement, il y a certaines limites de la condition humaine qu'il nous faut accepter. Le fait, par exemple, que ce soit les femmes qui portent les enfants, le fait qu'effectivement, on ne peut pas louer un utérus comme on louerait des bras, parce que ce n'est pas un travail. Mais ça nous ramène à la question du marché et de la Oui, la marchandisation de marchandisation. tout, y Mais compris même si du c'était corps. pas... Bien sûr, il y a la question du marché, parce que ça finit toujours par être récupéré par le marché. Mais même moi, je suis contre la maternité de substitution éthique, entre guillemets, c'est-à-dire non rétribuée, parce que d'ailleurs, je pense que ce sera des cas extrêmement minoritaires et marginaux. Vous avez dit non rétribué. Non rétribués, oui. Euh, Et parce que Parce que je pense que on ne peut pas prêter son corps pendant 9 mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ça s'apparente effectivement à une forme d'esclavage, parce qu'on ne peut pas, on ne peut plus reculer une fois qu'on a dit oui. L'ensemble de son corps est investi et qu'on ne possède pas son corps, on est son corps, donc on loue sa personne même. Et je pense que ça pose un problème éthique fondamental. Et je pense que... comment expliquez-vous que cette question éthique fondamentale, j'entends que c'est débattu, mais n'occupe pas davantage d'espace dans le débat public? Je pense que ça en occupera quand la question de la légalisation viendra. En tout cas, en France, elle n'est pas encore à l'ordre du jour. Je pense que cette idée que les gens ont du mal à penser de façon universelle, en fait. C'est-à-dire que tant que ça ne les concerne pas eux personnellement, et ça fait partie de ce problème de la dictature des ressentis, c'est le relativisme ambiant dans lequel nous baignons. C'est l'idée que finalement, si ça ne me concerne pas moi personnellement, eh bien c'est pas grave. Laissons les gens, ils ont le droit d'eux, ça ne fait de mal à personne. Sauf qu'on considère, on ne s'aperçoit pas À partir du moment où une femme, Oui. alors, d'un point de vue parfaitement libéral, plaçons-nous là, à partir du moment où une femme accepte qu'il n'y a pas de limite et qu'elle peut servir à mettre au monde des enfants qui ne seront pas les siens, qu'elle soit rétribuée ou non. Est-ce qu'on doit l'empêcher? Est-ce qu'on peut l'empêcher? Eh bien, moi, je pense que la loi est là pour protéger les plus faibles. Elle a un pouvoir normatif. Que, effectivement, il y aura toujours des cas exceptionnels, mais que si on légalise cette pratique, il y aura forcément des femmes qui sont dans des situations précaires qui pourront effectivement être tentées de prêter ou de louer leur corps en échange d'une rétribution, et que ce ne sera pas les enfants et les filles de bourgeois qui feront ça, ce sera des personnes précaires. Je pense aussi qu'il y a une question de la dignité humaine qui dépasse le simple consentement, et que c'est compliqué. Comment dire? Vous savez, il y a un arrêt célèbre du droit français qui s'appelle l'arrêt de Morsan-sur-Orge. On a décidé, le Conseil d'État a dit que le lancer de nains serait interdit en France. Et alors que les nains étaient d'accord. Ils étaient d'accord pour se faire lancer. Et ils ont dit, mais même si les nains sont d'accord, on l'interdit parce qu'on considère que c'est une pratique contraire à la dignité humaine. Donc on considère qu'il y a des choses dans le droit, une notion substantielle de la dignité humaine qui empêche certaines pratiques. C'est la même chose pour l'esclavage. Si quelqu'un accepte d'être l'esclave d'un autre, on considère qu'il ne peut pas, parce qu'il y a une question de la dignité humaine qui le dépasse. Je ne suis pas en train de comparer la GPA au lancer de nain ou à l'esclavage. Je dis juste que le raisonnement qu'il y a derrière, si je veux, c'est juste, est un raisonnement profondément relativiste qui peut nous conduire effectivement à toutes sortes de dérives. Parce que effectivement, il y a une notion de la dignité humaine qui dépasse notre subjectivité individuelle. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Vous l'êtes absolument. La question que je me pose en vous écoutant, c'est jusqu'à quel point ceux qui seraient favorables à changer la donne si substantiellement avancent voilés ou à visière levée. Parce que les choses se font subrepticement. Oui. C'est toujours de petits consentements, de petits pas, jusqu'à ce que collectivement on se réveille en se disant « Ah, mais ma foi, c'est plus grave que je ne l'imaginais. » Oui, puis en fait, c'est toujours la même chose, que ce soit sur tous ces sujets éthiques, bioéthiques. Il y a deux idées. Il y a l'idée qu'il y aura un sens de l'histoire qui irait vers plus de libéralisation, vers plus de droits, et qui serait que c'est être contre le sens de l'histoire que s'y opposer, que de toute façon ça arrivera, que c'est la marche en avant du progrès, et que toutes les objections sont balayées au nom de cette marche en avant. Et puis cette idée à chaque fois de mettre en avant des cas exceptionnels individuels
pour faire avancer la loi générale, en perdant de vue le pouvoir normatif de la loi. C'est le cas sur l'euthanasie, parce qu'évidemment, on peut tous être sensibles et émus de voir des cas, effectivement, d'euthanasie, de gens en énorme souffrance qui demandent le droit de mourir dans la dignité. Je déteste cette expression, parce que toute mort est une mort dans la dignité, devrait être une mort dans la dignité. Mais, Vous pensez qu'il n'y a aucune différence entre mourir parce qu'on n'en peut plus de souffrir et mourir je pense au bout qu'au de ses nom de ça, souffrances? si on légalise l'euthanasie, on ne se rend pas compte aussi des effets, des conséquences potentiellement délétères d'une nouvelle norme. C'est-à-dire le fait que si l'euthanasie est légalisée, des gens qui, eux, n'avaient pas la tentation de mourir, l'auront parce qu'ils ne voudront plus être un poids pour leur famille, parce qu'effectivement, ils coûteront trop cher à la société. Et on installe cette idée que la mort est une solution. Et je crois que ça peut avoir des effets dévastateurs. Là-dessus, je comprends. Et je pense qu'il faut justement pouvoir débattre de ces questions sans a priori. Moi, je ne dis pas que les gens qui sont pour l'euthanasie sont des gens qui veulent tuer les vieux ou qu'ils ont des intentions mauvaises derrière. Je comprends totalement qu'on puisse être déchiré sur cette question, qu'on puisse... Toutes les questions éthiques, morales sont déchirantes. Et je ne dis pas qu'il y a un sens de l'histoire dans un sens ou dans l'autre, mais je pense qu'on doit en débattre et être très... avoir la main lourde quand on touche la loi sur ces sujets. Est-ce qu'il y a un paradoxe, j'y pense en vous écoutant, entre... ce qu'on estime être un progrès, l'abolition de la peine de mort, et de l'autre côté, légaliser l'euthanasie? Ça fait peut-être partie des nombreux paradoxes de notre société, mais effectivement, on considère qu'il y a un tabou absolu fondateur dans notre société qui est l'abolition de la peine de mort, une espèce de totem. Moi, je suis pour l'abolition de la peine de mort, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est devenu une espèce de totem absolu auquel il n'est pas permis de débattre ni de toucher. C'est totalement insoluble, parce qu'il y aura toujours des gens pour estimer que moralement, c'est juste. La peine de mort ? Oui, il y aura toujours des gens qui vous diront... D'ailleurs, il y a une majorité de Français aujourd'hui qui sont pour la peine de mort. Mais c'est un débat qui n'existe pas dans l'espace public. On peut se demander pourquoi. Pourquoi il y a une espèce de tabou, on ne peut pas en parler, c'est interdit, ce serait soulever du populisme, etc. Pourquoi on n'en parle pas? Il y a une espèce de sacralité. Et par contre, c'est vrai que l'euthanasie, ça va de soi, il n'y a pas de débat. Il y a même pas, et c'est pas pareil, on rejette le débat, mais au nom d'une sorte d'évidence absolue qui s'imposerait. Et effectivement, ça en dit long, je trouve, sur notre société. On disait un peu la même chose aux États-Unis de l'avortement. C'était une question qui était tranchée puisqu'un tribunal l'avait fait, la Cour suprême. Or, on s'est rendu compte que politiquement, le champ était occupé par ceux qui étaient opposés à la légalisation de l'avortement. Et 40 ans plus tard, ils ont renversé les choses. Oui, ils ont renversé les choses parce que c'est un système... C'est là aussi très différent de celui qui règne dans d'autres pays. C'est question de ces juges de la Cour suprême qui, effectivement, ont un pouvoir exorbitant. Cela dit... Parce que l'État n'avait jamais tranché. Il n'y avait aucune loi qui encadrait l'avortement. Non, mais c'est la grande différence entre notre système juridique et celui des États-Unis. C'est-à-dire qu'en France, l'avortement a été légalisé... en 1973, de façon très restreinte. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de conditions. C'était une loi, comme l'avait toujours dit Simone Veil, pour répondre à un enjeu sanitaire de santé publique. Et c'est une loi avec extrêmement de barrières qui ont toutes sauté les unes après les autres. Alors, on élargit d'année en année ce droit, alors qu'aux États-Unis, c'était l'inverse. Il avait été légalisé par le haut, par la Cour suprême, avec des restrictions. Au départ, sans aucune limite. C'est petit à petit qu'il y a eu des lois dans les États qui ont restreint progressivement le droit à l'avortement dans les États conservateurs. Alors, c'est exactement l'inverse en France. Nous, on a un droit qui s'est élargi. Aux États-Unis, c'est un droit qui s'est rétréci. Et c'est totalement l'inverse. Et je n'aime pas cette idée qu'au nom de ce qui se passe aux États-Unis, on devrait, nous, par exemple, mettre l'avortement dans la Constitution ou élargir le droit à l'avortement, comme si nous étions incapables de penser par nous-mêmes les problèmes concrets qui se posent, et nous sommes dans des cadres totalement différents. Mais ça pose la question que je posais sur la question de la peine de mort. Est-ce qu'on peut trancher pour toujours sur des enjeux moraux, éthiques? Moi, je pense pas. Je pense que ça doit être on devrait pouvoir ouvrir la question, on devrait pouvoir argumenter. D'ailleurs, la question de l'abolition de la peine de mort dans les années 60-70 a donné lieu à de très beaux écrits. Je pense par exemple aux écrits d'Albert Camus qui expliquait pourquoi il fallait être contre la peine de mort. Et je pense que, justement, comme on n'en parle plus, comme on débat plus, les arguments sont plus là. Même comme on ne parle même plus de la question de la peine de mort dans le débat public, on considère que ça va de soi. Le résultat, c'est quoi? C'est que plus de la moitié de la population est pour la peine de mort, parce qu'on ne rappelle plus les arguments qui font qu'on est contre. Donc je pense que c'est pour ça que le débat est nécessaire.
Alors, sur la nécessité du débat, justement, et la question de l'avortement, vous êtes en porte-à-faux avec probablement beaucoup de gens autour de vous. Moi, je considère je trouve dommageable qu'on ne puisse pas avoir de débat sur l'avortement aujourd'hui dans nos démocraties, et particulièrement en France. C'est-à-dire que quiconque veut débattre de ce sujet est immédiatement assimilé à une forme d'extrême droite qui veut tuer les femmes qui auraient recours à des avortements clandestins. Je trouve qu'on pose le débat de façon outrancièrement caricatural qu'on aurait besoin d'avoir un débat sain sur ces sujets. Moi, je ne suis pas du tout pour l'interdiction de l'avortement, je suis pour la loi Veil, pour la légalisation de l'avortement, mais simplement je considère, comme Simone Veil l'avait fait à l'Assemblée en 1973, que l'avortement est un drame et je me suis trompée de dire, c'est 1975, que l'avortement est un drame et qu'il le restera toujours, et qu'on ment en pensant que c'est un simple détail dans la vie des femmes, et que je pense qu'une société... Je pense qu'il y a peu de femmes qui se sont fait avorter en pensant que c'était un détail. Sans doute, mais je pense que le discours public, aujourd'hui, considère que même proposer une alternative à l'avortement, c'est déjà être anti-avortement. Et je pense que c'est dommage, que la baisse du nombre d'avortements devrait être un objectif de politique publique, parce que si on considère que c'est un drame, pourquoi se féliciter que chaque année ce nombre reste stable, voire augmente ? Je ne pense pas que ce soit un signe de bonne santé de notre société, ce qui ne veut pas dire évidemment mettre des entraves aux femmes, mais peut-être que certaines d'entre elles n'ont pas le choix de faire d'autres choix que d'avorter. Est-ce qu'on pense à ces femmes-là ? On n'y pense jamais, on pense toujours aux femmes qui sont obligées de garder leurs enfants, et on ne pense jamais aux femmes qui sont obligées d'avorter, et ça existe, et souvent d'ailleurs par la pression de leurs compagnons, ce qui est là un véritable symptôme de domination. Donc je pense qu'il faudrait parler plus sereinement de ces sujets. Après, je pense qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans l'avortement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la pierre d'achoppement, c'est la pierre fondatrice du féminisme contemporain, parce que l'avortement et la contraception renversent totalement la domination masculine, puisque à partir du moment où les femmes maîtrisent leur corps, elles ont le choix de leur grossesse, la domination masculine et le patriarcat s'effondrent. Donc je comprends en fait l'attachement quasi irrationnel et sacré qu'il y a à l'avortement dans notre société, parce que effectivement c'est le point de bascule du patriarcat, je le conçois. Simplement on se prive de débattre concrètement des conditions de ce qui arrive aux femmes concrètement, et il faut accepter qu'il y a une part d'irrationalité dans notre rapport à l'avortement dans nos sociétés libérales. Vous arrivez à expliquer qu'il y a des sujets comme ceux-là sur lesquels l'espace de discussion est vraiment bloqué? Oui, je le regrette. Je le regrette parce que je pense que, on grandirait tous mutuellement à essayer d'expliquer les choses, et que, encore une fois, si on se prive de débat, on fera ressurgir de toute façon les questions sur des formes beaucoup plus caricaturales. Je pense par exemple à la peine de mort. Il n'y a pas de débat aujourd'hui sur la peine de mort. Le résultat, c'est que sondage après sondage, l'opinion française est de plus en plus favorable à la peine de mort, parce qu'on n'en parle plus, parce qu'on n'en débat plus, parce qu'on n'expose plus les arguments qui ont fait que, à un certain moment, on a décidé de l'abolir. Et donc, quand on n'explique pas les choses... Je suis d'accord avec vous. Tout ce qui est tu finit par tout ce qui est tu nourrir... finit par ressurgir. Oui. Tout ce qui est tu finit par ressurgir de façon caricaturale, et tout ce qui ne s'exprime pas de façon argumentée ressurgit de façon instinctive. La maternité a changé quelque chose pour vous? Je sais que c'est très personnel comme question, mais oui. Par rapport à ce que vous pensiez avant et ce que vous pensez disons que maintenant. ça m'a conforté dans ce que je pensais avant, parce que je n'étais pas d'accord avec le féminisme contemporain, et disons que j'étais peut-être plus sur des positions, on va dire, badinteriennes du féminisme, c'est-à-dire que je pensais... Comme dans Elisabeth Badinter. Oui, voilà, j'étais opposée au féminisme contemporain, parce que je croyais justement qu'il fallait considérer les femmes comme des sujets universels, ne pas considérer leur sexe, qu'elles étaient complètement égales aux hommes dans l'espace public. Et je dirais que la maternité m'a fait davantage creuser et comprendre le sens de la différence sexuelle, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a là, dans la maternité, une différence abyssale entre les hommes et les femmes, qui ne dure pas simplement 9 mois, et qui n'est pas juste un moment passager, qui fonde notre rapport au monde. Je pense que, par exemple,
Nous avons un rapport à notre corps qui est, nous les femmes, différent de celui des hommes. Déjà, nous avons l'horloge biologique qui fait que nous sommes pressés par la nature dans notre besoin d'exprimer notre maternité. On est féconde dans un laps de temps assez réduit, par exemple, ce qui fait qu'on a un rapport au temps différent. Mais c'est une expérience sensible qui n'est pas la même. Voilà, et pas la même. Et je pense que c'est pas simplement un vêtement qu'on peut raccrocher au vestiaire, ça habite notre manière de voir le monde. Et d'habiter ce monde, et je pense qu'on ne peut pas le balayer. Et ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on soit enfermé dans des tunnels de sens totalement différents, mais je pense qu'effectivement, on ne peut pas balayer la différence des sexes comme un accessoire. C'est une manière d'habiter le monde, et d'ailleurs enrichissante. Je pense que heureusement qu'il y a des hommes et des femmes, ça nous permet d'habiter le monde de manière différente, et je pense qu'on ne peut pas le balayer d'un trait de plume. Vous avez souligné le caractère tragique de l'histoire et du monde dans lequel on est. Vous n'êtes pas la seule. Malgré ce tragique, ou peut-être avec ce tragique, vous avez une perspective souriante sur ce qui se présente devant vous? Je suis assez pessimiste de nature. C'est le premier balbutiement depuis le début de l'entretien. Il y a eu un moment d'hésitation. Je suis assez pessimiste de nature et je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs que je suis conservatrice. Ça va de pair? Oui, je pense que effectivement, je sais plus qui disait ça. Ça a toujours, tout a toujours été mal. Enfin, je sais plus qui disait ça. C'était, je crois, il me semble que c'était Bernanos. Et donc, j'ai pas d'utopie d'un monde meilleur, de lendemain qui chante. Cependant, je pense qu'on peut essayer de rendre le monde meilleur à titre individuel. Et moi, personnellement, je trouve ce qui donne pour moi le sens de l'existence, c'est notamment le fait d'avoir des enfants. Et qu'est-ce qu'on dit à des gamins qui un jour seront peut-être angoissés? On dit que de toute façon, il y a une essence. L'existence par essence est tragique. Il n'y a pas de paradis sur Terre, et je pense que l'existence est tragique par essence, mais ce qui n'empêche pas évidemment de trouver des sources de bonheur, de joie et d'espoir, notamment dans la vie familiale, dans la transmission de notre héritage. Et je pense que justement ça rend plus heureux de penser qu'il y a une conflictualité tragique consubstantielle à l'existence, parce que on n'a pas d'espoir déçu, on est dans le monde maintenant tel qu'il est, et je crois qu'il faut l'accepter, accepter un certain nombre de limites à la condition humaine. Ça nous rend plus capables d'exister, d'aimer et même d'être heureux. Et vous l'êtes heureuse? Je le crois, oui. Rappelez-nous quand vous en êtes certaine. Je le Qui crois. est certain? Oui, je pense être heureuse, oui. Moi, il y a des matins où je suis vraiment positivement certain que je suis très heureux, et d'autres où ça va plus mal. Voilà, c'est ça. Eugénie Bastier, merci mille fois. Je rappelle Merci que le livre, c'est La dictature des ressentis. C'est une série de chroniques, dans le fond, que vous avez publiées au fil des dernières années, mais que vous avez enfilé comme un sympathique collier de perles. Il vous va très bien, le collier. Merci, encore une fois. Merci à vous. À tous à la maison, merci aussi d'avoir été avec nous. Notre technicien ici était Adrien Beccaria. Marianne Grenon est à la recherche, Jeanne Croteau à la réalisation, Stéphane Bureau au microphone. À très bientôt.